Nana FM, 95.5 Nana FM. En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM. En ce matin du mercredi 3 octobre, l'un des principaux sujets qui défraie la chronique est sans doute la grève de la faim entamée par Nicodème Rabia il y a 2 semaines et tout ce qui tourne autour. Et même si le président du parti Les Démocrates est soigné depuis hier dans une clinique de la place, les mots du ministre de la Sécurité qui qualifie cette grève de comédie continue de susciter des réactions. Pendant ce temps, le recensement électoral se poursuit sans la coalition des 14, décidée à revoir tout le processus depuis le début. Alors, l'appel au boycott du recensement est-il suivi? La coalition a-t-elle eu la bonne stratégie en choisissant cette option? Pour répondre à ces questions, avec moi dans ce studio, Togui Dagma Yvon, il est le coordonnateur du CAR, le comité d'action pour le renouveau dans le Grand Lomé. Bonjour. Bonjour. Ce débat se fera également avec vous les Togolais qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. La coalition des 14 a-t-elle eu la bonne stratégie en appelant au boycott du recensement électoral en cours? C'est le thème du jour. Mais avant, Togui Dagbo, êtes-vous impressionné par la ténacité de Nicodème Rabia depuis le début de cette grève de la faim? Bon, mais je ne parlerai pas de ténacité, mais je parlerai de radicalité. Et il faut sans doute préciser que la radicalité est différente de l'extrémisme. La radicalité, c'est cette fermeté dans son engagement, une détermination. Par cette détermination à atteindre un objectif donné. Donc il est toujours donc dans cette radicalité et plutôt c'est sa constance dans cette radicalité qui m'a plutôt impressionné. Parce que plusieurs avaient cru qu'à un moment donné il allait abandonner et au bout de 3, 4, 5 jours il allait jeter l'éponge. Eh bien, c'est se tromper face à la détermination, face au désarroi. Parce qu'à un moment donné, lorsque la personne, dans sa lutte, trouve que toutes les issues sont bloquées, alors il ne dispose plus que de ce moyen pour s'exprimer. Lorsque, à un moment donné, les gens sont totalement muselés et ne peuvent pas se faire entendre, ou carrément ne peuvent pas s'attirer des gens pour venir à leur secours, ils versent donc dans cette option-là. Et cette option, c'est l'apanage des grands hommes. Alors, des grands hommes qui savent se départir de leur vie pour le bien commun. Quelle appréciation faites-vous des propos du ministre de la Sécurité quand il dit qu'il fait de la comédie? Bon, moi, je dis tout simplement qu'il est dans son rôle de politicien. C'est que si effectivement c'est un ministre pour la sécurité de nous tous, il n'allait pas réagir comme tel. Et pour cause, et pourquoi? Je m'explique. D'abord, notre Constitution a consacré donc le caractère sacré de la vie de tous les citoyens. Et comme tel, nul ne peut assister impuissant ou en silence, sans être coupable, face à une vie qui est en train de s'éteindre. Et une vie qui est en train de s'éteindre n'est pas une comédie. Et nous savons aussi que la non-assistance à personne en danger est un délit et puni également par la loi. Donc, qui connaît Rabia Nicodème doit savoir à un moment donné que sa vie est à danger, que son physique est atteint. Parce que moi, j'ai cheminé beaucoup plus avec lui courant les marches de revendication et pendant presque 1 an, je sais quel physique
il a sa stature. Sa stature physique et la force qu'il exprime. Mais le voir dans ces derniers jours, vous sentez que sa vie à petit feu est en train de s'éteindre. Et on ne peut pas rester impuissant face à ce danger qui s'annonce. En même temps, à entendre le ministre de la Sécurité, les autorités ne sont pas prêtes à céder à ces revendications, notamment la libération des détenus politiques. Le ministre a estimé qu'il devait laisser la justice faire son travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, parfois, lorsqu'on parle de la justice togolaise, et ça me laisse froid au dos, puisque nous connaissons, nous tous, comment cette justice fonctionne, avec quelle lenteur elle fonctionne, avec quelle incommodité parfois notre justice fonctionne. Et une justice qui est plus ou moins inféodée au pouvoir en place, on ne peut pas attendre donc d'elle qu'elle fasse quand même des prouesses. Hein. Donc, je sais que du jour au lendemain, si l'autorité qui l'inféode lui donne l'ordre de passer à une vitesse supérieure, vous verrez. On a vu comment, suite à la première session, d'abord à l'approche donc de l'annonce du dialogue, comment ils ont eu à libérer un certain nombre de gens. Donc vous pensez qu'il faut juste encore un peu plus de pression pour que les choses se fassent? Bon, est-ce que nos pressions marchent? Parce que nous avons passé près d'1 an dans la rue. Nos pressions marchent-elles? Mais je trouve que c'est beaucoup plus l'opinion internationale qui agit. Ils n'ont peur que de cette opinion internationale, mais l'opinion nationale ne les écorche nullement. Mais peut-être l'opinion nationale a-t-elle poussé l'international à accepter bon, dans tous les cas, c'est un tandem, parce que c'est l'opinion nationale qui sonne l'alerte, et l'opinion internationale vient à la rescousse. Mais si jamais cette opinion fait vraiment des pressions et qu'il faut, je crois qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Maintenant, est-ce que vous aurez une réaction en ce qui concerne les déclarations du ministre ou cela s'arrêtera probablement à la dénonciation ou à la condamnation? Bon, moi, en tout cas, je sais que nous n'avons pas d'autres moyens pour contrer ce genre de choses, au risque de s'attirer encore des attaques, des controverses. Ce que vous n'aurez pas dit, c'est ça qu'on va vous coller pour peut-être vous jeter en prison. Donc, je ne saurais dire plus, mais je sais que je déplore ce genre de déclarations. Et j'ai toujours annoncé que notre citoyenneté n'est pas de mise dans ce pays et que nous sommes comme des gens vassalisés dans notre propre pays. Et lorsque vous entendez les déclarations à la rentrée parlementaire du président de l'Assemblée, mais parfois vous semblez ne pas vous retrouver. Vous avez le sentiment d'être méprisé ou non, en termes clairs? C'est des gens qui soufflent le chaud et le froid. Parce que ces déclarations, en partie, qui reconnaissent quand même que nous avons le Togo en partage et que notre pays souffre des divisions entre la classe politique. Mais si tel est que nous avons le pays en partage et que le Togo est un bien commun, je crois que nous avons également droit dans nous disposons des droits dans ce partage. Il n'y a pas certains qui sont plus togolais que d'autres. Avant d'aller à la question du recensement, cette affaire, celle de la grève de la faim, a créé un incident entre le Togo et le Ghana. Cet avion qui, selon le ministre, a atterri, mais finalement n'a pas pu accomplir sa mission parce que, dit-il, elle n'était pas en sa connaissance. Est-ce que vous comprenez cette envie de Nicodème Habia d'aller se faire soigner au Ghana plutôt qu'au Togo? Parce que, aux dernières nouvelles, l'ambulance qui devait le transporter à la clinique privée de la place prenait d'abord la direction du Ghana avant d'être refoulée. Est-ce que vous comprenez cette envie d'aller se faire soigner à l'étranger? C'est la décision de Habia d'aller au Ghana. C'est aussi une question. Non. Habia, disons le premier médecin qu'il avait soigné le lundi, dans sa radicalité, qu'il a consulté, pas qu'il a soigné, a refusé d'abord de se faire soigner. Les Ghanéens ont l'obligation d'évacuer Habia. Parce que c'est sur leur territoire, en quelque sorte. L'ambassade d'un pays est comme son territoire au sein de ce pays. Et lorsque Habia viendrait à rendre l'âme
et au niveau de l'ambassade du Ghana, c'est une grande responsabilité et que le Ghana est en train de prendre. Et ne voulant pas endosser cette responsabilité, a quand même pris la mesure pour pouvoir l'évacuer. Ben, qui connaît nos autorités saura a priori qu'on ne laissera pas Rabia quitter ce pays-là. Parce que dès que vous quittez l'ambassade, vous rentrez dans le territoire, vous êtes au Togo, et pour traverser et pour quitter, il faut leur autorisation. Voilà là où leur manœuvre est assez confinée, ils n'ont pas la liberté de manœuvre. La preuve également, la seconde preuve, vous avez parlé 2 fois de refoulement. Le premier, l'avion médicalisé refoulé, l'ambulance qui est également arrivée à la frontière Togo-Ghana a également été refoulée. Rabi est en train d'être soigné. Et quelque part, nous n'osons peut-être pas, dans tous les cas, ce n'est pas dans le secret des dieux. Hein. Les autorités aussi savent que c'est dans un hôpital de la place, dans une clinique de la place. Ben, on ne voudrait pas chanter ça sur tous les toits. Et donc, c'est une honte nationale qu'un citoyen est en danger de mort puisse être finalement secouru par un autre pays. C'est une honte et nous ne voulons pas nourrir cette honte-là vis-à-vis de l'opinion nationale et internationale. Ici sont opposés. Ils auraient pu normalement laisser le Ghana agir en toute liberté. Mais quelque part, le ministre estime que le Ghana n'a pas attendu leur OK avant d'envoyer l'avion. C'est un argument que vous comprenez. Ça, j'en doute fort. Parce que c'est des gentlemen, les Ghanéens. Et j'en doute. Néanmoins, il ne me revient pas, parce que nous ne tirons aucun capital ici, à faire de la sortie du ministre un événement politique. Parce qu'en parler davantage, c'est donner plus d'importance à cette sortie-là. Donc, il est dans son rôle, je l'avais dit, et plutôt dans un rôle politique. Il sonne actuellement 7h30, vous écoutez Nana FM, nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Togui Dagma Yvon, il est le coordonnateur du CAR dans le Grand Lomé, en train de nous interroger. La coalition des 14 a-t-elle eu la bonne stratégie en appelant au boycott du recensement électoral en cours? Et vous, auditeurs, pourrez dans 5 minutes environ participer à ce débat en composant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors, avez-vous déjà eu à faire un tour dans les centres prévus pour le recensement? Avez-vous pu mesurer l'engouement ou non? Dans tous les cas, vous savez que je suis une autorité à la base. Et j'ai chef traditionnel de ressort. Donc, de loin, j'ai fait quelques tours. J'ai aperçu l'ampleur de la mobilisation des gens. Et je puis vous dire qu'il n'y a pas cet engouement. Je peux vous dire que les gens ne se sont pas bousculés. C'est des cours où vous pourrez même courir à 10 à l'heure. Et donc, le recensement tel que prévu n'a pas donné, ou du moins n'a pas atteint. Vous pensez que c'est parce que votre appel au boycott a été suivi? Quelque part, oui. Mais et ce n'est pas moi qui le dis. Il y a plusieurs commentaires qui en font état. Et notamment, plusieurs rédactions font le constat selon lequel la mobilisation n'est pas vraiment impressionnante. Maintenant, est-ce que vous pensez avoir fait le bon choix? Certains observateurs estiment également que la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez avoir fait le bon choix ou il y a une réserve qui commence à naître? Non. Je crois que, moi, ma première question, c'est à qui irions-nous si nous n'avons pas les moyens d'une confrontation? Si nous n'avons pas les moyens de contrer et cette mascarade unilatérale qui s'opère sous notre yeux. Mais par le passé, se retirer n'a pas aussi donné de grands fruits. Non, mais se retirer des sièges, c'est autre chose que d'appeler les gens à boycotter disons, un recensement. Parce que les gens ont le droit d'aller se faire enrôler. On ne peut pas venir les tirer. Et quelles que soient les intimidations, quel que soit le système de SAP mis en œuvre pour intoxiquer les gens de façon à ce qu'ils aillent, je crois que ça n'a pas entamé la majorité. Et nous n'avons pas d'autre moyen que
de se soustraire donc de cette opération. Et c'est également un droit des citoyens à ne pas répondre lorsqu'on les appelle à venir s'inscrire outre mesure. Mais maintenant, comment est-ce que vous entrevoyez la suite? Vous attendez à ce que les membres qui ont été désignés il y a quelques jours par l'opposition parlementaire avec la coalition Ensemble, vous attendez que ces personnes-là siègent et que tout le processus soit revu? Dans tous les cas, pour la rentrée parlementaire, la nomination des membres de la CENI est prévue à leur agenda. Est-ce que la CENI sera recomposée? Oui ou non? Oui, elle sera recomposée. Et il y a quelques semaines plus tôt, lorsque nous affirmions que cette CENI va être recomposée, les gens nous tournaient en dérision. Et sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on ne disait pas pour se moquer, pour s'en moquer? Mais aujourd'hui, c'est chose réelle. La CENI sera recomposée. Et entre-temps, on n'avait pas cru en la cohésion de la C14 pour rapidement se mettre au pas aux fins de répondre à la date butoir du dimanche. Mais ça a été également chose faite. Parce que certains craignaient que vous ne vous entendiez pas sur la répartition des sièges. Justement, mais pour l'intérêt supérieur donc, de notre pays, je peux vous affirmer que la C14 sait se ressaisir. Et il y a certains partis qui savent également jouer leur partition pour qu'on aille de l'avant. Croire qu'à un moment donné, il y aura dislocation, je peux quand même, j'ai fait avec la C14. C'est vrai qu'il y a des critiques internes, mais ça n'en manque dans aucun groupe. Les critiques internes, c'est ça qui participe même à la cohésion du groupe. Sans critique, c'est qu'il n'y a pas de dialogue interne. Or, il y a un dialogue interne assez soutenu dans cette C14. Donc, je peux quand même vous affirmer qu'il y aura recomposition. Et donc, s'il y a recomposition, il y aura un nouveau chronogramme parce que la CENI s'entend être indépendante. Et la CENI en soi est une institution indépendante. Et c'est les hommes qui l'animent qui en feront une institution liée ou libre. Et j'avoue que s'il y a les membres de la C14 dedans, puisqu'on a su les choisir, ce n'était pas de façon unilatérale qu'un parti envoie et sans que les autres se prononcent. Et beaucoup de gens ont été recalés par le groupe. D'ailleurs, moi-même, j'ai été pressenti et proposé, et compte tenu de mon statut de chef traditionnel, et à un moment donné, 24 heures après, on m'a signifié que le code électoral ne le permettait pas. Donc, sportivement, je l'ai accepté. Donc, j'y allais pour également apporter ma veille donc, au sein de cette institution. J'y allais pour apporter la vérité des choses et la vérité des chiffres, la vérité des écrits. Mais malheureusement, je n'ai pas pu y accéder, mais je fais confiance à ce qu'on a envoyé là-bas au nom donc, de la C14. Alors, et ce sera de bonne guerre. À vous entendre, vous êtes confiant, persuadé que le recensement se sera refait, contrairement à ce que dit le ministre Gilbert Bahara, qui estime qu'il n'y aura pas de session de rattrapage. Dans tous les cas, vous savez, le ministre Bahara aussi sera dans son rôle. Et parfois, on peut quand même user d'intoxication pour pouvoir faire peur et faire reculer l'adversaire. Mais nous ne reculerons pas. Et je sais que du moment où la CENI va être recomposée, elle va s'auto-saisir sur un certain nombre de dossiers. Et il ne me revient pas à moi de leur imposer ci ou ça, mais il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas des acquis qu'on va revoir. Eh bien, nous parlons de processus consensuel. Même dans le discours du président de l'Assemblée hier, il a parlé donc de processus consensuel. Et qui dit consensuel dit ensemble, dit accord. Mais lorsque le recensement se fait de façon unilatérale et sans les autres, où est le consensus? Par exemple, aujourd'hui, disons pas aujourd'hui, lorsqu'on a inscrit la nomination des membres de la nouvelle série, de la nouvelle CENI, de la CENI consensuelle, de la CENI opérationnelle, mais c'est par consensus que cela va être nommé à l'Assemblée.
C'est par consensus. Donc, il va falloir que nous donnions... C'est une valeur, le consensus. Donc, vous attendiez que le recensement se fasse de la même manière? Le recensement doit se faire de la même manière parce qu'il n'y a aucune veille là-bas. Et les gens peuvent écrire tous les noms qu'ils veulent. Et d'ailleurs, on nous rapporte un certain nombre d'incongruités techniques. Certaines donc, anomalies. Je ne voulais pas m'étaler là-dessus. On a des informations sur lesquelles on reviendra éventuellement après les avoir vérifiées. Oui. Un certain nombre d'irrégularités quand même. Dans tous les cas, il y a des vidéos qui circulent, il y a des OPS qui parlent, parce que tous les OPS ne sont pas forcément acquis à cette cause d'aller de l'avant, vaille que vaille, pour nous mettre devant le fait accompli. Mais je dis que tout ce que cette majorité au pouvoir est en train de faire comme forcing a un prix. Cela a un coût et c'est toujours les contribuables qui payent. Puisque parce que ce n'est pas de leur poche. Par exemple, ce sont des dépenses qui se font. Si on doit reprendre le processus du recensement, mais c'est du gâchis. Ensuite, la CENI là, qui a fait des jours et qu'on va recomposer pour éventuellement reprendre le processus, mais c'est également du gâchis. Nous avons appris que certains membres de cette CENI, et en l'occurrence un qui prétendait être très proche de l'opposition ou dans l'opposition, déclarait en substance que lui ne partira pas. Pourquoi il ne partira pas? Est-ce que c'est réellement il est au service de ce peuple-là ou de l'opinion, ou bien il est à son propre service? Mais ces gens-là, on doit également les dédommager. Il faut les dédommager et ce sera à hauts frais. Et c'est également aux frais du contribuable. On verra ce que cela va donner dans les jours qui viennent. Pour le moment, vos auditeurs pouvaient composer le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 pour participer à ce débat. À votre avis, la coalition des 14 a-t-elle eu la bonne stratégie en appelant au boycott du recensement électoral en cours? Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Bonjour, monsieur Afani. Bonjour, on vous appelle comment? Bankole. Allez-y, nous vous écoutons depuis Amoutivé. Bonjour à notre invité. Bonjour. Je crois que, M. Afanou, il ne s'agit pas d'un boycott. Il s'agit tout simplement de retenue. La coalition a demandé aux Togolais de s'abstenir pour le moment, de patienter le temps que la vraie CENI soit composée, soit mise en place, et qu'un vrai chronogramme soit établi pour la poursuite du processus. Pour vous, c'est la bonne stratégie? Et c'est la bonne stratégie. Bien. C'est comme ça que moi je perçois la chose. Merci. Je vous remercie. Merci M. Bankole d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Sur la page Facebook de Nana FM, Kossi Thomas dit également que oui, c'est une très bonne stratégie. Comment la C14 peut cautionner une chose dont elle n'est pas, une chose à laquelle elle n'est pas associée. Et par rapport à M. Rabia, il écrit qu'il peut paraître comme un comédien aux yeux des hommes de conscience dure. Un autre auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? C'est M. Germain. Germain, vous nous appelez d'où? Allez-y, nous vous écoutons. Oui, c'est vrai que M. Dagba s'est déjà prononcé sur le sujet, mais je voudrais qu'il devienne un peu par rapport à l'appel au boycott du recensement. C'est qu'il en pense, s'il vous plaît. Je n'ai pas bien compris votre question. Vous lui avez tout à l'heure posé la question, quelle est son appréciation de la mobilisation des gens? Oui, pour bien. Le recensement. Bien. Merci beaucoup. Merci Germain. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vous écoutez Nana FM. Nous sommes en direct avec Togbi Dagban du CAR, le comité d'action pour le renouveau. À votre avis, la coalition a-t-elle eu la bonne stratégie en appelant au boycott du recensement électoral actuellement en cours? Akwete Kankoué pense que oui, du moment où la lutte est menée par cette coalition, on ne peut jamais organiser une élection à laquelle la coalition n'a pas de candidat parce que les membres de la coalition n'ayant pas eu eux-mêmes leur carte d'électeur. Comment se fera l'élection sans eux? Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? C'est Monsieur Jules. Jules, vous nous appelez d'où?
j'appelle d'Agoua-Séer. Allez-y, nous vous écoutons. Donc, pour le recensement, l'opposition, la C14 a bien fait. C'est leur position. Moi, je suis très sidéré du propos du ministre de la Sécurité, que c'est une comédie que M. Nicodème Rabia a fait. Vous pensez que la lutte que mène M. Rabia est noble ou pas? C'est un travail très noble. Mais un serviteur du peuple qui tient des propos comme ça, c'est à vérifier. Bien. Au revoir. Merci Jules d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Alors, nous avons eu 3 interventions qui pensent que vous avez fait le bon choix. Est-ce que cela vous conforte dans votre position? Je crois que, nous n'allons pas faire de jeu de mots entre boycott ou l'abstention. Et dans tous les cas, le refus d'aller à quelque chose, c'est également un boycott. Mais je crois que l'abstention peut être moins fort. Mais on ne va pas quand même s'engouffrer dans des jeux de mots. Est-il qu'on a appelé donc, la population à attendre que la CENI consensuelle puisse reprendre de la main avant que nous puissions, l'opposition puisse appeler à une mobilisation générale autour donc, de ce processus. Et c'est de bonne guerre. Nous n'avons pas les moyens de faire, disons, un boycott agissant. Aller contrer les gens, aller faire ci et ça. D'ailleurs, ce n'est même pas l'apanage donc de la C14, puisque la C14 ne prône pas la violence. Lorsque nous parlons de dialogue enfin, donc c'est contraire à toute forme de violence. Et l'abstention, le boycott, c'est une forme pacifique de dire non à ce qui s'opère donc sur le terrain. Et nous avons usé d'explications à plusieurs endroits, et même si ce n'est pas de façon publique, et pour convaincre un certain nombre de gens de la nécessité de ne pas adhérer à ce processus pour le moment. Mais le moment venu, lorsque nous trouverons que le temps est arrivé pour que on puisse aller de façon confiante, on avisera. Germain aimerait que vous lui rappeliez encore la perception que vous avez eue dans les centres prévus pour le recensement. Vous allez lui répondre le temps de prendre cet autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Madame Essie, comment allez-vous? Oui, ça va. Alors, oui, merci. Antoine. Alors, même, t'as pas le droit de partir un temps, quoi. Ah, mais c'est pas le moment. Faudrait bien que je me repose un peu aussi. Hein, Madame Essie. Je comprends. Voilà, je comprends. Merci bien. Voilà. Allez-y, nous vous écoutons. Si on doit arrêter ce processus, je voudrais demander à monsieur, à Toby, est-ce que ce régime qui n'a jamais fait de réforme durant tant d'années, qui a toujours organisé des élections macabres avec des milliers de morts tout le temps, est-ce qu'il est encore habilité à organiser, présider ou même à participer encore à une élection quelconque dans ce pays? Alors, que cette CEDEAO l'incite à avancer. Parce que c'est la CEDEAO et sa communauté internationale qui cautionne ce régime à organiser des élections frauduleuses. Mais en même temps, Madame Essie, c'est le comité de suivi mis en place par la CEDEAO qui travaille avec la coalition et ils aboutissent à un certain nombre d'accords. Vous organisez des élections claires dans ce pays. Pour combien déjà? Ces experts viennent d'où? Ils ont été recrutés. C'est eux qui ont toujours fait des trucs macabres ici, dans ce pays. Maintenant, qui demande à ce régime d'avancer. Maintenant, est-ce que vous pensez que la coalition a eu la bonne stratégie en demandant aux citoyens de ne pas aller se faire recenser maintenant? Ce régime ne doit pas présider ou organiser une élection quelconque encore, puisqu'il n'en est pas capable. Même Mahaman, je te le dis tous les jours, Mahaman en parle tous les jours sur RFI. Bien. Merci voilà. Madame Essie d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Alors avant de réagir à ce que dit Madame Essie, votre perception lorsque vous avez visité ou vu de loin, comme vous l'avez dit, certains centres de recensement? Bon, mais j'ai été clair d'une manière ou d'une autre que cela n'a pas donné.
et que la mobilisation ou disons que ça ne bouge pas. Nous avons interrogé certains OPS, ils nous ont dit que toute la journée dans leur centre, ils ont fait une trentaine. D'autres, le second jour, ont parlé de 70. Mais je crois que ce n'est pas les nombres requis. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quel que soit l'échec donc de cette opération, à la fin, vous entendrez les nombres qu'on vous donne. Mais ces Togolais qui y vont, ça veut dire qu'ils épousent la manière dont les choses se font. Non, il y a des gens qui ne sont pas informés. Et il y a des gens qui jouent à la neutralité. Il y a des gens qui... Parce que l'autre bord également a ses militants. Oui, la neutralité... Parce que, il y a certains Togolais, lorsque vous leur parlez, vous abordez des questions politiques, ils disent qu'eux, ils ne sont pas dedans. D'ailleurs, vous venez de faire la main que nous avons ils ont l'habitude de faire généralement. Ils lèvent les deux mains et ils disent « Ah non, je ne suis pas dedans ». C'est un peu comme Hafiz Owolabi sur la page Facebook de Nana FM. Lui, il dit que la population togolaise est devenue le centre des deux protagonistes. C'est ainsi qu'il le dit, un peu comme prise en étau. Mais il faut dire que l'autre bord a également ses militants qui sont allés s'enrôler, pourquoi pas. Ça va être de façon minoritaire. Et aujourd'hui, beaucoup de leurs militants aussi ont compris parce que la vie n'est pas rose pour l'autre bord, les militants de l'autre bord également. Et donc, ça n'a pas donné. Je ne voudrais pas qu'on perde trop de temps là-dessus. Ça n'a pas donné. Mais pour la dame, Madame Essioué, elle dit que le régime n'est pas... Et lui dire que, nous ne pourrons pas faire un pas devant et un pas en arrière. Nous avions eu à faire ça en février. On a vu comment ça a fait vaciller la lutte. Parce qu'en février, au moment où on nous appelait pour le dialogue, à un moment donné, il y a une autre opinion qui est née dans la foule, for must go. Et lorsqu'on dit for must go, c'est contraire au dialogue auquel on nous appelait. C'est-à-dire vous êtes contre l'exclusion, qu'on dise par exemple que le parti au pouvoir ne devrait même plus participer à des élections. Justement, à un moment donné, lorsque nous acceptons qu'on aille à un processus inclusif, il faut l'essayer. Quand bien même nous l'avions essayé, ça n'a jamais donné, mais ça donnera toujours. La vie est faite de perpétuels recommencements. C'est pourquoi la communauté internationale insiste que le processus soit consensuel, le processus soit inclusif. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, on a eu cette lourde responsabilité de faire arrêter le processus unilatéral qui s'opère sous nos yeux. Je voudrais l'appeler à un minimum de confiance pour que nous puissions aller de l'avant. Pour l'heure, ce régime où la présidente de la République demeure une institution pour nous. Et ce n'est pas pour autant aux hommes que nous faisons allégeance, mais aux institutions. Donc nous devons quand même avoir... Et donc vous continuez à privilégier l'esprit de collaboration, de consensus. Oui, nous sommes toujours dans ce consensus parce que nous n'avons pas les moyens de la confrontation. Alors il faut négocier. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Oui, bonjour, Togbi. Oui, bonjour. Oui, bon, c'est Didier. Didier. Moi, j'approuve à 100% l'attitude de la C14. Raison. Pourquoi? Bon, pourquoi je vais aller me recenser si ma voix est moins importante que les gens de la zone 2. Regardez, c'est pas normal. Vous voulez que pourquoi je vais aller me recenser pour que ma voix n'a même pas d'importance, n'a même pas de la même valeur que... Là, vous parlez du découpage électoral. Que j'ai me recenser. Secondo, ceux qui vont aller se regarder, ils n'ont qu'à poser cette question. Est-ce que ma voix a la même importance que les gens qui votent au Nord? C'est ça que moi je les pose. Ils n'ont qu'à questionner leur conscience. Secondo, celui qui dit que Kabi est en train de faire une comédie, lui-même n'a qu'à poser une question. Qu'est-ce que vous pensez? Il n'a qu'à se demander d'où il vient, Didier, est-ce que vous m'écoutez? Didier, oui. Et qu'est-ce que vous, personnellement, vous pensez de ce que fait Nicodème Habia? Oui, mais c'est acte de bravo. De bravo, plus celui qui dit même qu'il est en train de faire une comédie. Bien, merci Didier. Merci Didier d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Merci d'avoir partagé le fond de votre pensée avec nous. Alors Didier épouse à 100% la démarche qui est la vôtre, contrairement à M. Boyotti sur la page Facebook de Nana FM qui dit que la coalition n'a pas raison de boycotter ce recensement. Seulement, il n'avance pas les raisons pour lesquelles il l'affirme. Gaglo Chantal
fondamental écrit que quelqu'un qui a le sens de la démocratie ne peut pas dire que Nicodème Rabia joue de la comédie. Et Félix Sezouhon dit que le recensement ne doit pas être fait de façon unilatérale. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Oui, monsieur Fanon. Monsieur Kokou, comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons depuis Agoué. Je salue Togé. Oui, bonjour. C'est toi, monsieur Fanon. Parce que vous me posez la question comme ça, moi, ça me fait... Bon, je ne sais pas quoi dire. Ça demeure une question, hein. Vous pouvez y répondre comme vous voulez. Il y a toujours mon regard vers vous, les journalistes. Alors, dans ce cas, comment auriez-vous aimé que nous formulions cette question? Oh non, attends, laissez-moi aller d'abord. Allez-y donc. Parce que chaque fois, les journalistes qui devaient nous éclairer, mais on a l'impression que les journalistes togolais poussent l'opposition togolaise dans des travers. Vous voulez dire... L'opposition aurait... Monsieur Kokou, oui, il faudrait être clair depuis le début. Vous voulez dire les journalistes togolais ou des journalistes togolais? Ce n'est pas la même chose. Voilà, tu m'as corrigé. Des journalistes, c'était journalistes. L'opposition aurait appelé la population à ce recensement. On va attendre beaucoup de choses du côté des journalistes. Que l'opposition a encore fait chose, comment vous l'appelez même, à valider ce qui n'est pas bon. Voilà. Moi, je dis qu'on n'a pas encore fait le recensement. Donc on a dit qu'il faut recomposer la CENI. Vous pensez que... C'est la CENI recomposée qui doit faire le travail. Mais lorsqu'on se précipite à faire tout ce genre de choses, c'est ça pour jouer de tout le monde que le régime en place n'a pas envie de faire les choses dans le bon sens, dans les normes. Donc vous pensez que la coalition a la bonne stratégie? Lorsqu'on crie que les Togolais sont mieux pour rester ensemble, pour dire que depuis que la CEDEAO a demandé qu'on libère les prisonniers, est-ce que c'est des Ghanéens qui sont emprisonnés et qu'on a du mal à libérer? C'est nos propres frères togolais et c'est les Togolais qui ne veulent pas les relâcher. Merci. Voilà le régime qui nous dirige. Merci, M. Kokou. Je voudrais poser une question à M. Allez-y rapidement. Je voudrais demander à Togo Dangwa, est-ce qu'on vole des élections à la CENI? Est-ce qu'on vole des élections à la CENI? Parce que il y a quelques jours, un ancien membre de la CENI, qui était du cas, M. Dakeyao, a dit sur les médias qu'on ne vote pas les élections à la CENI. Or, nous savons tous que les résultats proclamés la dernière fois n'ont pas été adoptés en séance plénière à la CENI. Mais on nous dit qu'on ne vote pas les élections à la CENI. Comme il a voulu aller à la CENI et que c'est le code qui l'a empêché, je voudrais lui demander, est-ce qu'on vole les élections à la CENI? Bien. Merci, Monsieur Kokou. Et par rapport à vos inquiétudes, il faudrait juste savoir que les journalistes ne sont pas là pour forcément ou à chaque fois vous pousser à faire des choix, mais à vous fournir les éléments dont vous avez besoin pour vous-même en âme et conscience en tant que personne dotée de raison pour faire le choix qui vous avantage dans la démocratie que le pays tente de construire. La démocratie, puisque nous n'y sommes pas encore, sinon les droits ne seront pas autant écorchés. Et moi, j'ai quelques réserves par rapport à certaines des positions que je pourrais être amené à donner. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous allez voir que je n'ai pas été direct comme à l'accoutumée. Parce que très souvent, vos propos au sein de la coalition des 14 ou au-delà posent problème. Non, général, pas vis-à-vis de la coalition des 14, parce que avec eux, je donne mes points de vue, je tire le coup, ça part, et à eux de savoir comment gérer. Mais vis-à-vis de la majorité, parce que je suis quand même, d'une manière ou d'une autre, lié par un certain nombre de règlements, de réglementations. À travers votre fonction notamment. Vis-à-vis d'eux, je marche comme sur des œufs, et c'est mieux d'être intelligent que de montrer la poitrine pour qu'on t'écrase. Merci Togbi Dagban d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du CAR dans le Grand Lomé. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi. Sandra Anthony vous retrouve dans quelques instants pour les avis et communiqués. Merci à Nestor Glo qui était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous.